Merci pour cette excellente introduction. À un moment dans la soirée où il commence à faire tard, il est vrai, où effectivement on vient de manger et de boire et certains ne se sont pas limités au Coca-Cola, j'ai vu. Alors rien que pour vous être agréable, je vais vous faire, parce qu'on va écouter des choses un peu difficiles, il y a de la science, donc dur. Mais j'ai un AK de l'écoute des choses difficiles. Alors, je sais que tout de suite, vous dans votre fauteuil, surtout pas moi, surtout pas moi. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera sans douleur. Et le plus difficile dans ces cas-là, c'est toujours le premier pas. Alors, pour que votre attention soit au top pendant tout mon discours, je vais vous demander d'un seul homme de vous lever, s'il vous plaît. Oh, vous êtes merveilleux. Merci beaucoup. Alors, vous allez faire comme moi. Et sur le dernier geste, tout à l'heure, il y aura du texte. Le texte, c'est quoi? Après moi. Quoi? Super. Alors, les mouvements avec moi. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1. On compte pas, on fait. Maintenant. Quoi? 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 1, 2, quoi? 1 et 2 et 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 quoi? OK, vous saurez. Merci pour cette participation, super. Alors, effectivement, je vais vous parler des effets de la danse sur le corps et sur le cerveau. Mais je ne suis pas un intermittent du spectacle un peu désœuvré. Je suis effectivement neurobiologiste et c'est un sujet que je prends très au sérieux. Mais c'est un sujet qui m'est venu progressivement. Ce n'est pas parti d'une histoire théorique, mais d'une histoire très, très pratique. Il y a quelque temps, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Et pendant cette époque, en voyant un petit peu comment ça fonctionnait, j'étais de plus en plus étonnée de voir que notre société soit aussi complaisante pour payer des traitements de maladies qui ne devraient même pas exister. Des maladies de longue durée, comme on dit, comme le diabète de type 2, comme les maladies cardiovasculaires, certains cancers. Alors figurez-vous que dans l'Union européenne, nous dépensons tous les ans 700 milliards d'euros juste pour traiter ces maladies-là. Ça ne prend même pas en compte les arrêts maladie, la baisse de productivité, l'absentéisme, le présentéisme, juste pour le traitement. Tous les ans, c'est plus qu'on dépense pour tous les systèmes d'éducation réunis. Alors, je me suis demandé comment ça se fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout le monde sait ce qu'il faut faire en réalité. Il faut bouger plus, il faut manger moins et il faut bouger plus. Et donc, pourquoi on ne le fait pas? C'est tellement évident, c'est tellement simple. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Alors, je vois tout de suite, là, dans le public, il y en a certains qui ont la tête bien haute. Oh, ben, moi, je le fais. Moi, tous les matins, je me lève à 5 heures et je fais mon jogging. Mais calmez-vous. Je suis désolée de vous apprendre qu'en fait, ça ne vous fait pas plus de bien pour notre problème que des gens qui ne font pas de sport. Parce que le système de santé britannique, la NHS, a regardé de près ce problème parce qu'ils sont très soucieux des sous qu'on dépense. Et ils ont fait une méta-analyse de tout ce qui existe sur le rapport entre l'activité physique et les maladies, ces fameuses maladies de longue durée. Et les résultats, qui concernaient quand même plus de 800 000 personnes, nous apprennent une chose assez incroyable. C'est que pour diminuer le risque de ces maladies, il faut se lever une fois par heure et bouger pendant 1 à 2 minutes.
C'était ça la conclusion de leurs travaux. Alors on se dit, bon, ça c'est quand même bizarre, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on nous dit depuis des années, no pain, no gain, il faut transpirer, il faut avoir le taux cardiaque à 80% de ce qu'il peut faire, etc. Ben non, apparemment, ce n'est pas du tout ça. Mais ça colle très bien avec des résultats scientifiques assez récents sur le muscle. Alors, on croyait tous, moi comme vous, jusqu'à il y a très peu de temps, que le muscle, c'est une sorte de machine qui nous fait bouger. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, apparemment. Chaque fois que nous contractons nos muscles, on les fait libérer des centaines de messagers. C'est notre plus grande glande endocrine en réalité, le muscle. Alors chaque fois qu'on bouge un groupe musculaire, on libère tous ces messagers dans la circulation. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont agir soit sur les tissus voisins, juste à côté, soit ils sont libérés dans la circulation. Et ces messagers sont essentiels pour l'équilibre du corps et du cerveau. C'est-à-dire qu'ils agissent sur le système circulatoire, sur le système reproductif, respiratoire. Toutes nos fonctions dépendent de ces messagers. Et en particulier, il y en a beaucoup qui jouent sur le système immunitaire, qui lui est très diffus dans le corps. Et on comprend très très bien à ce moment-là pourquoi le manque d'activité physique pendant plus d'une heure, ça entraîne un déséquilibre dans le corps, mais dans tous ces systèmes. Alors très graduellement, très insidieusement, pendant des années, à force d'être en déséquilibre régulièrement, on entraîne des états pathologiques, mais qui arrivent tellement petit à petit qu'on ne les voit pas arriver. Et hop, un jour, le médecin vous dit, oh, ben, en fait, monsieur, non, vous avez un diabète, ou etc., ou un cancer. Ça va jusqu'à la mort subite, on voit, comme résultat de l'inactivité. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle là-dedans. La bonne nouvelle, c'est 1 minute, ça suffit. C'est génial. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut quand même le faire toutes les heures. Alors, sur le lieu de travail, ce n'est pas très, très, très pratique. Toutes les heures, on ne va pas évidemment aller quelque part pour faire des exercices. Et d'ailleurs, nos employeurs ne vont peut-être pas être tout à fait d'accord, parce que sur le lieu de travail, on est quand même un peu censé travailler entre les bavardages et les cafés, etc. Donc, à rajouter de l'exercice là-dessus ne va pas être forcément bienvenu. Problème, comment faire ? Il faudrait trouver un exercice qui non seulement fait bouger tous les groupes musculaires régulièrement, mais en plus augmente la productivité. Alors, bon, est-ce qu'il y a une solution ? Ah, c'est là que j'introduis la vedette de mon histoire. J'ai perdu le sens. Ah, il est là. La vedette de mon histoire ce soir s'appelle le cérébellum, ou alors en français on dit le cervelet. Alors, vous voyez, c'est ce petit chignon à l'arrière du cerveau, tout en bas. Et on devrait le connaître plus parce que quelque chose que je ne savais pas moi-même jusqu'à ce que je commence à travailler dessus, c'est que c'est la partie du cerveau qui a connu la plus grande expansion entre les autres grands primates et l'homme. Alors déjà, on se dit, quand même, ça doit faire quelque chose dans toutes nos qualités extraordinaires de cerveau d'homme qu'on a. Et en plus de ça, le cervelet contient plus de cellules que toutes les autres parties du cerveau réunies, y compris ce fameux cortex préfrontal magnifique dont on se vante en permanence. Alors, vous connaissiez le cervelet ? Ah, vous le connaissiez sûrement pour son rôle dans le mouvement. Oui. Alors, il est connu depuis des décennies parce que quand même, on savait très bien qu'il était très important dans la coordination des mouvements. Quand, par exemple, vous apprenez à servir une balle de tennis ou alors faire un pas de cha-cha-cha ou jouer d'un instrument de musique, eh bien, c'est le cervelet
qui est responsable de la programmation très fine de tous ces mouvements extrêmement précis. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez de quand vous avez appris à conduire, un moment assez marquant pour beaucoup, c'est la première fois qu'on prend le volant. Eh bien, il faut tourner le volant, il faut passer la vitesse, regarder le rétroviseur, voir ce qui se passe autour. C'est la panique totale. Et puis au bout de quelques fois, tout ça, ça devient automatique. On n'a plus besoin d'y penser. Juste le fait de prendre le volant et tout le reste se fait totalement automatiquement. Mais ça, c'est grâce au cervelet. Formidable. Mais bon, ça ne nous amène pas beaucoup dans le domaine de l'intelligence et notre productivité au travail. Mais voilà, il y a un neurologue américain qui s'appelle Jeremy Schmaman à Philadelphie, qui un jour se dit, c'est quand même très bizarre, parmi ses patients qui ont subi une lésion dans le cervelet ou un infarctus, et au lieu d'avoir des problèmes de programmation de leurs mouvements, ils ont comme des problèmes de programmation de leurs pensées ou de leurs émotions. Ils sont incapables d'aligner une suite de pensées logiques dans une conversation. Ou alors, ils subissent une immense déprime totalement inguérissable. Il se dit, c'est curieux. Comme il est en même temps chercheur, eh bien, il commence à regarder de très près les liens entre le cervelet et le reste du cerveau. Et effectivement, il trouve non seulement qu'il y a beaucoup de liens entre le cervelet et les réseaux cognitifs, y compris bien sûr ce fameux cortex, le préfrontal, et entre le cervelet et les réseaux émotionnels, avec le système limbique, bien sûr. Alors, déjà, très important. Mais en plus de ça, il voit que l'architecture même du cervelet fait que quand nous apprenons une nouvelle programmation de mouvement, le nouveau réseau qui est créé dans le cervelet pour gérer cette automatisation des mouvements est mis automatiquement en lien avec ces autres réseaux cognitifs et émotionnels. Donc, en fait, la programmation de mouvements, les nouveaux mouvements, sont très, très liés à notre intelligence et à nos émotions. Alors, pour ce qui concerne les émotions, je pense que c'est assez instinctif. D'ailleurs, tout le langage du corps est basé là-dessus. Si vous me voyez arriver sur scène en marchant comme ça, vous êtes assez confiant que je vais vous faire passer un moment assez agréable, sympathique. Tandis que si vous me voyez venir un peu... vous appréhendez un petit peu les 20 minutes que vous allez passer avec moi. Donc, les émotions, on comprend très bien. Mais il y a aussi beaucoup de données sur le fait que le cervelet est en relation avec les réseaux cognitifs de l'intelligence. Alors, quand on réfléchit à toutes ces données, programmation de mouvement, intelligence, émotion, ça fait penser à quoi? Oui, bien sûr, à la danse. Et quand on réfléchit à la danse comme activité physique, on a toujours dansé en tant qu'être humain. Les premières traces datent d'il y a 40 000 ans. Et en plus, quand on regarde les sociétés, parce qu'il y a beaucoup de cultures humaines différentes, on pourrait dire, oui, c'est un truc culturel, en Écosse, ils dansent comme ça, bon, ailleurs, on ne le fait pas, en Irlande, c'est comme ça. Mais il n'empêche que dans le monde entier, dans toutes les sociétés qu'on n'a jamais regardées, les gens dansent. Et, excusez-moi, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau, comme prévu. Je vais poser ici. Je n'ai pas tué le micro. Alors, la danse, on pourrait presque dire que c'est une fonction biologique. Et dans beaucoup de sociétés, on attribue beaucoup de pouvoir à la danse. On fait des danses pour des besoins thérapeutiques ou dans des rituels pour passer d'un âge impubère, pubère, etc., pour des liens sociaux très
très important. On fait beaucoup de danse pour créer du lien ou alors pour les couples. Et même dans nos sociétés dites tellement modernes, quand on a des moments importants de la vie, des fiançailles, un mariage, un grand anniversaire, la fin d'études, qu'est-ce qu'on fait pour fêter ça? Eh bien, on danse. Tout ça me fait croire qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental dans la danse, que c'est presque un besoin biologique et physiologique. Alors, fort de tout ça, alors le temps, ah oui, il vient, je ne sais pas combien de temps il me reste, il s'en va tout le temps. Alors, fort de tout ça, avec notre équipe de recherche à l'université de Curtin en Australie, nous avons dit, bon, ben, on va essayer quand même sur le lieu de travail. Quelque chose d'assez minimaliste. On va faire apprendre un pas de danse tous les jours à un groupe de gens et on va voir ce que ça fait sur juste 4 semaines. Tous les jours, un petit pas. Donc le premier jour, ils apprennent 1, 2, 3, 4. Le deuxième jour, ils apprennent à tourner. Le troisième jour, autre chose et ainsi de suite. Et puis le cinquième jour, on les réunit tous ensemble et on danse la petite chorégraphie de 4 pas avec la musique plusieurs fois et ça fait une petite réunion de fin de semaine. On a fait remplir des questionnaires avant et après l'étude. Et franchement, même moi qui suis très optimiste, j'étais tellement sidérée par les résultats, je pensais que personne ne les croirait. Et on a amélioré les critères qu'on a regardés de santé physique, de santé mentale, mais en bonus, en quelque sorte, il y avait une augmentation de leur sentiment de lien avec l'entreprise et avec les autres participants de l'étude. Donc, il me semble que la danse est réellement un moyen pour l'entreprise spécifiquement d'introduire une nouvelle façon de faire bouger les gens. C'est sûr qu'il faut avoir des managers avec une certaine confiance en eux, qui sont prêts à se mettre avec leurs collègues et employés sur le même niveau, dans un domaine très délimité qui n'a rien à voir avec le travail ni avec leur vie privée. C'est un domaine privilégié où on peut créer quelque chose ensemble de très différent. Et ça a vraiment des effets sur les émotions. Immédiate. On n'a pas besoin d'attendre 20 ans pour le voir, c'est immédiat. Vous voulez changer l'esprit d'une équipe, c'est comme ça. Vous ne me croyez pas? Vous l'avez montré vous-même tout à l'heure. Voilà vos têtes.